à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live en coulisses. Bonjour Solène. Salut Marine. Merci beaucoup d'avoir donné 30 minutes de ton temps pour aider les autres en nous présentant ton parcours et métier. Donc le but de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à utiliser le chat. Vous pouvez déjà nous dire peut-être d'où vous nous écoutez, qu'on sache qui se cache derrière les participants et participantes, et aussi pourquoi vous êtes venus dans ce live métier. Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que c'est une voie que vous envisagez? Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire. Je vois que ça commence à taper dans le chat. Ouais. Pour commencer, peut-être une petite présentation sur ce qu'est Chance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun de trouver sa place dans le monde du travail. Donc, c'est une belle mission et qui, je pense, parle à beaucoup parce qu'on n'a pas tous la chance de trouver dès le début pile poil la bonne voie, ou en tout cas celle qui était bonne à 20 ans, elle est peut-être plus à 30, 40, etc. Et Chance, la communauté Chance aide à chacun à trouver sa place. Bonjour à tous. Donc, je vois qu'il y a des gens de Paris, de Poissy, de Toulouse, du Val-de-Marne. Bienvenue à tous dans ce live. Pour commencer, Solène, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et comment ton parcours dans les grandes lignes et comment tu t'es retrouvée à exercer aujourd'hui ce métier de fondatrice d'une agence média? Eh bien, avec plaisir. En tout cas, merci pour cette invitation, Marine et toute l'équipe Chance. Donc, moi, je suis Solène Etienne. Aujourd'hui, je dirige un studio de narration qui s'appelle Feuille Blanche. Donc, on bâtit la narration des marques et des entrepreneurs. Et par ailleurs, on est producteur de médias d'inspiration pour les dirigeants, notamment de podcasts. D'ailleurs, je suis dans notre studio podcast pour faire ce live. Alors, mon parcours, en quelques mots, on va essayer d'aller vite sur... j'ai essayé d'être succincte et concise. Moi, j'ai commencé, en fait, je me suis lancée, ma carrière a été lancée juste après Lehman Brothers, etc. Et alors que je rêvais de grands groupes, parce que c'est ce qu'on m'avait vendu en prépa, en école de commerce, etc., je suis allée finalement dans une belle PME. Et dans cette PME-là, en fait, j'ai eu la chance de travailler sur des projets plutôt intrapreneuriaux. Et en 2009-2010, j'ai monté une web TV, alors que c'était vraiment les tout débuts de la web TV, il y avait quasiment rien, dans le domaine de l'économie, principalement de l'économie et de la gestion. Et donc, j'étais en contact avec les plus grands dirigeants, les plus grands économistes de la place, tout parti, on va dire, confondu. Et à l'époque, on disait sans les extrêmes. J'ai monté donc cette web TV que j'ai dirigée pendant 6 ans. J'ai créé toute mon équipe sur cette activité-là. Et à côté de ça, en fait, j'ai développé une activité de brand content en vidéo pour des sociétés de services en entreprise, donc uniquement B2B. Et je fais très court. Et au bout de 6 ans, je pense que fondamentalement, j'étais entrepreneur. Donc, je suis passée de l'autre côté. Mais là, je suis passée plutôt du côté projet start-up autour du cadeau. Et ce qui m'a permis un peu de rentrer dans cet écosystème start-up. Et à côté, on continuait de me demander des conseils en brand content, en communication, en contenu écrit, en message. Okay. Et très vite, en fait, j'ai monté une première agence, puis une deuxième agence qui est aujourd'hui Feuille Blanche, dans cette idée d'aider les marques et les entrepreneurs à pouvoir exprimer leur message comme ils le souhaitent avec le bon impact. Super, merci pour cette présentation. J'essayais de faire... Non, mais c'est super intéressant. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, ouais, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as eu la chance de faire ce que tu disais, l'intrapreneuriat, donc de pouvoir avoir une expérience un peu entrepreneur, mais dans une structure en tant que salarié, ce qui permet de tester un petit peu l'appétence pour ça sans prendre encore de risques. Et après, tu t'es lancé pour créer ta propre boîte. Donc, ma première question, c'est comment tu sautes le pas?
Alors, moi, je pense que fondamentalement, j'étais entrepreneur. Tu vois, je prends toujours cet exemple, mais j'avais monté une asso au sein de l'école. Enfin, il y avait bien évidemment une association d'alumni au sein de l'école. Mais en fait, j'avais créé une antenne étudiante en me disant, mais en fait, le produit fini, le yaourt, en fait, on te montre le produit fini et on t'explique le produit fini. Il faut qu'il y ait plus de liens entre les deux. Donc, en fait, j'étais déjà, je pense, dans cette dynamique-là, et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce premier job, parce que j'avais finalement beaucoup de liberté. Et donc, intellectuellement, ce premier job, il a été fantastique. J'ai appris énormément de choses. Mais à un moment, je sentais que ma place était plus là. D'une part, j'avais envie de faire des choses qui bloquaient en interne, donc bah, voilà, je ne pouvais pas les faire, donc c'était un peu frustrant, premier point. Et deuxième point, je pense qu'à un moment, je me retrouvais plus non plus en termes de management, et donc j'ai eu envie de me dire, allez, j'y vais, et puis dans tous les cas, je perds rien en fait. Et comment on s'y prend pour lancer sa boîte? Ah, comment on s'y prend? Je pense qu'il faut être hyper bien entouré. Il faut pas hésiter à parler de son idée, rencontrer des gens. Moi, je sais que sur la première startup que j'ai montée autour du cadeau, j'avais participé à un concours que j'avais gagné par ailleurs. Donc j'ai été très vite mis dans le bain en pré-incubation, et ça, il y a pas mal d'organismes qui aident justement à l'accompagnement et partout sur le territoire, et notamment, alors parce que je les accompagne aussi sur ce sujet, il y a un super collectif qui s'appelle Cap Créa et qui accompagne tous les entrepreneurs, quel que soit leur degré, quelle que soit leur problématique, c'est-à-dire des jeunes entrepreneurs jusqu'au rebond. Okay. Donc, il existe beaucoup de structures, beaucoup de choses. Il faut pas hésiter à aller les voir, parce que seul, quand même, c'est un petit peu difficile. Et puis, sur mes premières missions, là, je vais parler plus sur la partie agence. J'ai travaillé dans mes potes, il y avait quelqu'un qui s'appelle Joël Chilio, qui est un super UX designer, qui a monté sa boîte d'ailleurs lui aussi depuis. Et en fait, on montait pas mal ensemble sur des sujets parce qu'on était hyper complémentaires. Et ça permet aussi de se faire la main, en fait, oui. de monter sur des missions avec d'autres et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, plutôt que d'être tout seul et de se dire, oh là, faut que je trouve des clients. C'est de s'unir avec d'autres où il y a des complémentarités pour aussi tester son discours et tester ce qu'on peut apporter. Et quelle a été ta première structure? C'était quoi le concept ou même le nom? Alors, celle qui n'était pas une agence? Ouais, ta première boîte. Ouais. Alors, ça s'appelait Juste parce que. Alors, pour la petite histoire, c'était l'année de mes 30 ans. Et toutes les semaines, il y avait une cagnotte Litchi. Et toutes les semaines, on se retrouvait avec 412,76 €. Et qu'est-ce qu'on achète? Et donc, toutes les semaines, c'était Allô Solène. Et Solène allait trouver le super cadeau. Et en fait, je m'étais dit, tiens, d'un côté, il y a des créateurs et des artisans qui ont un talent fou, mais qui sont un peu nuls en marketing et sales. Et d'un autre côté, il y a des gens qui n'ont pas le temps et qui font une cagnotte, mais qui après se sont bien embêtés. Et donc, moi, je les faisais se rencontrer sur un modèle pas scalable du tout. Donc, pour les gens qui nous écoutent, scalable, ça veut dire que c'est à l'échelle et que tu peux en faire plein sans que ça prenne que de ton temps. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et sur ce modèle-là, comme je testais et que j'étais pas ultra non plus bien entourée quand même à ce moment-là, j'avais fait une auto-entreprise à ce moment-là, que j'ai regretté après, parce que je pense que j'aurais pas dû faire ça. Mais donc, sur ce modèle-là, j'avais fait une auto-entreprise. Et sur l'étape d'après, quand j'ai monté... voilà, attendez, je fais une petite ellipse, mais pour la petite histoire, c'est que ce projet, en fait, je l'ai repris quelques années après, parce que je suis aussi la cofondatrice d'une martech qui s'appelle Jeudi Merci, comme le jour. Mais c'est pas moi qui la dirige, moi je suis au board et j'ai aidé au lancement, mais qui reprend ce principe du cadeau. Comme quoi, ne jamais abandonner vos idées, quelles qu'elles soient, parce qu'à un moment dans votre chemin, ça peut revenir. Et sur la deuxième boîte que j'ai montée, donc qui était une agence qui s'appelait Jeudi 18. J'avais un truc avec les jeudis. Jeudi 18. Là, ce qu'on avait fait, en fait, on était 2 associés. Et ce qu'on avait fait, en revanche, c'est que on avait créé une marque commune qui s'appelait Jeudi 18, mais on avait chacune notre entité juridique, et en l'occurrence, c'était une SASU. Ok. Voilà. Et on détenait... En fait, comme on n'était que toutes les deux à monter sur des projets, le fait de monter une structure était un peu engageante, parce qu'on savait qu'on n'avait pas forcément à terme les mêmes envies et des choses qui différaient. Et on s'était dit, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est bosser ensemble. Donc, créons cette marque commune qui appartenait aux 2 structures juridiques, et chacune gérait en fait sa structure juridique. Ok. Voilà. Et sur Feuille Blanche, c'est une SAS. Ok.
Merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est des questions qui peuvent sembler un peu techniques, mais qui sont cruciales quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de quelle est la bonne structure juridique prendre, parce que j'ai entendu plein de Ouais. récits d'entrepreneurs et d'entrepreneuses comme toi où effectivement, bon, bah, parfois au début, on se plante, on ne prend pas les meilleurs choix de structure. Donc, merci beaucoup de préciser tout ça. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, du coup, ton agence actuelle, Feuille Blanche, comment ça fonctionne, enfin, pourquoi tu as arrêté celle d'avant et pourquoi tu t'es lancée dans celle-ci, et qu'est-ce qu'est ton offre, enfin voilà, nous raconter un peu ton quotidien de fondatrice. Ouais, alors je fais juste une parenthèse parce que je vois pourquoi l'auto-entrepreneuriat n'avait pas été un bon choix. Il faut remonter, je remonte juste en arrière, c'est que la législation n'était pas celle qu'elle l'est aujourd'hui, et que en fait il y avait encore deux régimes, il n'y avait pas un régime, ça au niveau de la Sécu, etc. Donc je m'étais retrouvée dans un imbroglio terrible, mais aujourd'hui à date, typiquement, je conseillais la semaine dernière des gens qui voulaient se lancer à leur compte et je leur ai dit, ben en fait le premier test, l'auto-entrepreneuriat, c'est parfait si vous savez pas trop et que vous voulez tester, c'est le premier test. Donc moi, c'était aussi un contexte économique et législatif qui a beaucoup changé depuis. Voilà, pour répondre à Mag. Ouais, non, mais t'as raison. Et en plus, enfin, de toute façon, on peut changer après en cours de route. On n'est pas obligé de rester dans le Exactement. premier statut. Exactement, exactement. Ça évolue et pour ça aussi, il faut être bien accompagné. Donc, ta question sur Feuille Blanche. Feuille Blanche, aujourd'hui, on a 3 activités majeures. La première, c'est une activité d'agence où on va travailler, comme je le disais tout à l'heure, la narration des marques et des entrepreneurs et où on va travailler les messages. Donc, on va faire ce qu'on appelle la plateforme de marque, du narratif, du storytelling, etc. Donc, plutôt de la stratégie. Notre deuxième métier, c'est de rendre opérationnelle cette stratégie parce qu'en fait, nous, on est très frustrés de s'arrêter à la stratégie et de faire des beaux slides. On a Ouais. envie de voir nos idées prendre vie. Donc, c'est un peu, voilà, c'est prendre vie sur cette partie-là. Et là, en fait, c'est comment on donne de la voix à une marque, comment on fait que les messages soient entendus. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être du rédactionnel, ça peut être un podcast, ça peut être de la vidéo, ça peut être imaginer le line-up d'un événement et l'expérience d'un événement pour que la marque rayonne. Et enfin, notre troisième activité, c'est une activité média. Donc, Thomas, mon associé, lui avait monté un média dédié aux entrepreneurs en 2010, qu'il a vendu en 2017. Moi, j'avais très envie de retourner sur le média aussi parce que c'était mon premier bébé, on va dire. Et donc, on a des médias qui sont aujourd'hui principalement du podcast, mais du podcast entièrement filmé. Donc, je sais pas si on dit du vodcast ou vidéocast, je crois que tout le monde n'est pas d'accord encore. Et ces médias nous permettent d'embarquer un certain nombre de partenaires sur nos sujets. Donc, nos médias les plus connus aujourd'hui, c'est 40 nuances de Next, 40 nuances de Sista, sur lequel on a par exemple Madines, France Digital, Vivatech, j'en oublie, La Tribune comme partenaire. Et on a un deuxième podcast qui s'appelle Cash Out, qui est sur la revente des entreprises, donc l'exit, raconté par les entrepreneurs en musique. Et là, on a un partenaire qui est Neuflize OBC, qui est une banque privée. Et notre volonté, c'est de créer en fait des médias d'inspiration, c'est-à-dire qu'on n'est pas on est sur du temps long, on est sur du temps de la réflexion. On s'appelle 40 nuances de Next, pas pour rien, c'est parce qu'on aime la nuance. Je pense que dans le monde dans lequel on est, la nuance est primordiale aujourd'hui. On en manque. Et donc, on attaque des verticales en fait et des sujets business qui peuvent être intéressants pour les entreprises. Super. Je parle très vite, hein. J'essaie de dire le max de trucs. Non, mais c'est super intéressant. Et après, moi, je connaissais ton parcours avant, mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez besoin de questions, enfin, ou de précisions. Mais super intéressant de voir comment tu as, et ça répond un peu à la question de Marion, quelles sont tes missions. En tout cas en partie, de voir que tu as différentes verticales dans ton offre et que donc tu as plusieurs sources de business et de rentrée d'argent. Exactement. C'est ça le challenge de réussir à en vivre. Pour reprendre justement la question de Marion dans le chat, à quoi ressemble un peu une semaine type de Solène? C'est quoi tes missions, ton quotidien? Alors...
Alors, ouais, alors il n'y a pas de semaine type, en fait, parce que par exemple, je vous donne un cas, il y a un peu moins d'un mois, ou il y a un mois, on était à Vivatech et alors là, on a été dans un espèce de tunnel pendant 4 jours, parce qu'on a fait 4 jours de live à Vivatech, c'était dingue, mais heureusement, c'est pas comme ça toutes les semaines. Ma semaine type, en fait, j'ai des moments avec les équipes aussi, parce qu'on a des équipes chez Feuille Blanche, et donc on a ces points qu'on essaie de faire, de pas sauter, et qu'on essaie de faire justement pour que tout le monde ait le même niveau d'information et se dire ok, c'est quoi les priorités de la semaine. Thomas et moi, on est beaucoup en sales sur notre boîte, parce que quand aujourd'hui on est 8 chez Feuille Blanche, et c'est souvent les CEO qui sont les meilleurs sales de leur boîte, donc c'est nous qui allons sur ce sujet-là. Cet après-midi, par exemple, j'ai un atelier on travaille sur une marque, et j'ai un atelier avec deux cofondatrices sur lequel on va faire des vrais exercices de maïeutique, parce qu'on a mis un certain nombre de comment on appelle ça, de méthodos en place à partir des méthodos très classiques du marketing, de la com. Nous, voilà, on les a pimpés pour faire aussi sortir des éléments et faire parler les gens, parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est de faire parler les gens et qu'ils nous disent des choses qu'ils n'ont pas forcément dit comme ça ailleurs, pour justement aller chercher la substantielle moelle et faire que leur discours, leurs messages vont vraiment leur ressembler. Donc, on va faire ça. Demain après-midi, j'ai une interview. J'en ai à peu près une par semaine. Donc, demain après-midi, j'ai une interview. La semaine dernière, j'ai eu Clémence, cofondatrice de Chance. Ça sort jeudi. Donc, si vous voulez écouter. Et après, je jongle sur 50 000 autres sujets, comme la compta, comme les problèmes juridiques. Parce que quand on fait du podcast, il y a pas mal de sujets sur les droits d'auteur, sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu de confier et qu'il nous faut prendre un avocat sur le sujet. Voilà, la compta, les sujets financiers aussi pour suivre, parce que on a un côté très fun où on rencontre beaucoup de gens, c'est hyper chouette, c'est hyper énergisant, mais derrière il y a la gestion d'une boîte, et donc la gestion d'une boîte, il y a le capital humain bien évidemment, et puis là on est en phase de recrutement, donc en ce moment je fais passer des entretiens par exemple, ce qui prend aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour trouver les talents qui vont nous rejoindre. Donc j'ai pas de journée type complète. Mais ma journée, par contre, commence toujours par mes filles qui me réveillent et de jongler aussi, parce que parce qu'il y a ça aussi quand même que je voudrais dire, et parce que je pense qu'il faut être, il faut arrêter le côté super-héros de la femme entrepreneur ou de l'homme entrepreneur. Mais mes copines me disent toujours, tu gères une deuxième PME, non pas avec ma famille, mais avec le jonglage des babysitters quand la crèche, il y a un truc qui va pas, ou l'école, il y a un truc qui va pas, qu'il faut emmener les enfants là, etc. Ça fait aussi partie de ma semaine du talent d'équilibriste qu'on développe. Ouais, c'est vrai. Et encore un peu trop du côté féminin. Exactement. Dans les autres questions, tu veux que je réponde aux 2 questions qui sont dans le chat, on le fera après. Oui, vas-y. Donc, il y avait celle de Pauline. Je les lis, parce que je ne sais pas si en replay, elles seront visibles. As-tu peur de sortir de ta zone de confort financière en te lançant dans l'entrepreneuriat ? Alors non, parce qu'en fait, quand je me suis lancée, je savais que j'avais un peu de chômage devant moi, et qu'en fait, j'étais aussi dans un business où en fait, tu peux être rentable rapidement. En fait, tu fais des missions et donc tu gagnes de l'argent. Voilà. Donc, ce qui est un peu différent de si tu te lances dans une tech quelconque où tu dois déjà investir beaucoup d'argent avant d'avoir un sujet qui te ramène de l'argent. Donc pour moi, c'était pas alors non, et en plus j'étais à une période de ma vie où je me dis tu peux te le permettre en fait. Enfin, j'avais pas encore d'enfants, j'avais pas d'appart. Enfin, je veux dire, voilà. Donc c'était encore une période où je me suis dit, je pense que je le referais quand même aujourd'hui si c'était voilà, c'était à refaire. Mais j'avais quand même le système français nous permet de faire ça.
Super. Et il y avait une question de Colline sur, tu as évoqué donc que tu avais 2 podcasts et des sponsors. Quelle est l'importance dans ton équilibre d'avoir justement des sponsors pour ces podcasts-là? Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de visibilité parce qu'en fait, c'est des contenus qui sont repoussés par mon sponsor sur leurs propres écosystèmes. Donc, en fait, ça donne encore plus de résonance au podcast et au contenu. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pour certains aussi un revenu financier et donc, ça permet aussi de monétiser le podcast. Super. Merci beaucoup. Et tu nous parlais de tes équipes. Aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton entreprise et quels sont les différents postes, fonctions? Alors, on est 8 en full time et après, on a toute une bulle de gens qui travaillent avec nous autour de nous, d'experts dans leur domaine. Ça se répartit grosso modo en trois pôles. On a tous ceux qui sont nos magiciens du son et sans qui on ne pourrait pas sortir nos podcasts, donc nos sound designers, ingénieurs du son. Ensuite, on a ceux qui vont plus s'occuper de la partie communication autour des podcasts, communication et marketing strat pour aussi les clients. Et voilà, en fait, comment se répartir aujourd'hui les différents pôles. Et on a quelqu'un qui chapeaute tout l'éditorial. Ok. Parce qu'on sort beaucoup de contenu. Et tu nous disais que tu étais en train de recruter. Tu recrutes sur quel poste? Alors, je recrute sur justement un poste de com actuellement et un poste de sales. D'accord. Donc, si jamais dans le chat, certains souhaitent postuler chez Solène, vous avez l'info. Le but des lives en coulisses, c'est aussi de pouvoir enlever les fantasmes positifs ou négatifs qu'on peut avoir sur des métiers et des parcours. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les choses que tu adores le plus, où tu es vraiment dans ton flow et tu es trop heureuse de le faire? Et c'est quoi, au contraire, les tâches où faut le faire, mais c'est un peu moins ce que tu aimes au quotidien? Alors, ce que vraiment, le quotidien, par exemple, quand on travaille avec des grands groupes et qu'il y a des procédures de bons de commande, de plateformes qui ne marchent jamais au moment où tu veux te connecter, etc. Ça, franchement, c'est pas le kiff. D'ailleurs, je suis désolée de dire ça, mais de temps en temps, je le délègue à quelqu'un de mon équipe parce que je me dis, peut-être qu'elle, ça va marcher au moment où elle va se connecter. Je pense que tout l'aspect compta, c'est pas dans mon ADN premier, par exemple, typiquement. Par contre, moi, ce que j'ai réussi à faire avec mon comptable, qui m'a aidé d'ailleurs sur ce sujet, c'est d'essayer de le voir un peu comme un jeu. C'est-à-dire que moi, le fichier Excel, j'aime pas à la base, mais je me suis dit, ok, je vais te dompter, petit fichier Excel, et en fait, on va le voir un peu comme un jeu pour voir où on atterrit. Et en fait, quand tu fais des projections, etc., et que tu commences à automatiser un peu tes sujets, tu y vois un peu plus un intérêt que de rentrer à la main au début toutes tes factures et te dire ok, ça fait combien, on va juste faire une somme. Bon, ça c'est moins le truc que j'aime, voilà. Après, comme je suis quelqu'un de relativement curieuse, tu vois, même les sujets juridiques, je les trouve assez cool, même si quelquefois c'est un peu des nœuds au cerveau. Mais je me dis allez hop, je prends 2 heures et je me mets vraiment dans le sujet pour comprendre et choisir. Donc, je dirais ça. Et je crois que ce que je kiffe le plus dans mon métier, c'est la rencontre. Que ce soit la rencontre avec nos clients qui viennent nous livrer une partie d'eux, parce que s'ils ont décidé à un moment donné de monter cette boîte ou de faire ce produit, etc., c'est parce qu'ils pensent répondre à quelque chose qui va changer à minima la vie des gens, peut-être le monde, mais en tout cas, ça, je trouve ça très chouette. Et puis, tous les entrepreneurs qu'on rencontre, qui ont tous des histoires singulières et qui ont tous quelque chose dans lequel on peut aller s'inspirer, en fait. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et puis surtout, tu vois, de temps en temps, tu partages les mêmes galères, et toute proportion gardée. Et donc, ça te rassure aussi. J'adore. Oui, j'imagine que tu dois rencontrer tellement d'entrepreneurs et d'histoires passionnantes. Enfin, je trouve ça hyper. Ça se voit, tu as les yeux qui brillent quand t'en parles. Bon. On a une question de Mathilde. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui cherchent à se réorienter vers les médias sans avoir de précédente expérience dans ce secteur? Alors moi, je dirais un truc, c'est que ni Thomas ni moi, on est journalistes de formation. On a tous les deux fait une école de commerce et quelquefois on me dit ah, t'es journaliste? Je dis ah non, je suis pas journaliste. Je pense que
traiter un sujet à partir du moment où c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui nous passionne. Je pense qu'on peut justement aller chercher des infos que un journaliste irait peut-être pas chercher parce que lui est dans sa méthode. Donc ça c'est le premier plan. Ensuite, aller se réorienter vers les médias. Heureusement, il y a des gens aussi, là en tant que salarié, pardon, je pense qu'on peut tomber sur des rencontres des gens qui, à un moment, se disent « j'ai pas envie d'aller chercher des personnes du sérail parce que j'ai envie de quelque chose de neuf et d'innovant ». Et je pense que si on vient avec une proposition de valeur de pourquoi, en fait, tu as envie d'aller bosser dans les médias et qu'est-ce que tu peux apporter que de ce que tes précédentes expériences peuvent t'apporter, alors, le match, il peut se faire. Moi, je me souviens, entre toutes ces choses-là, j'avais été chassée pour un job dans le milieu de l'art. Et typiquement, ça avait été un flash love avec la DG, mais ça avait bloqué au-dessus parce qu'il voulait quelqu'un du sérail. Et elle ne comprenait pas parce qu'elle me dit, mais putain, tu peux nous apporter, pardon, gros mot, tu peux nous apporter d'autres choses. Bon, ça, c'était pas fait, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenter les rencontres et oser les rencontres. Ouais. T'as hyper raison, et en t'écoutant, en plus, ça me fait penser à plein de médias hyper récents qui se lancent sur Instagram sur des verticales ou des thématiques très précises, et parce que la personne incarne son sujet et qu'elle le porte, c'est des médias qui se lancent et qui gagnent une audience forte en très peu de temps. Exactement. C'est vrai que par rapport à toi, quand tu t'es lancé avec les réseaux sociaux, c'est vrai que je pense qu'on a en plus cet effet-là un peu démultiplicateur. Ah oui, parce que alors moi, quand j'ai lancé la première Web TV, il n'y avait pas Instagram, il y avait Facebook, mais il n'y avait pas Instagram et YouTube. J'ai l'habitude de dire, il y avait beaucoup de vidéos, mais qui n'étaient pas du tout des vidéos, comment dire, à but d'apprendre quelque chose. Il y avait beaucoup de vidéos de chats. Ouais, déjà quand tu dis Web TV, c'est le terme sonne. Oui, ça sonne un peu. Voilà, je suis pas si vieille que ça. N'hésitez pas si jamais vous avez des dernières questions avant qu'on clôture le live. Une autre question que j'avais pour toi, parce que c'est évidemment quelque chose de fondamental quand on parle d'une voie professionnelle, en termes de rémunération, sans évidemment nous dire ton salaire exact, mais comment tu as réussi à en vivre, comment tu gères ce sujet de l'argent? Comment je gère ce sujet? En fait, dès le début, comme je le disais tout à l'heure, dans tout cas ce qu'on faisait des missions de conseil, etc., tu as fait une presta, donc tu as un salaire, enfin un salaire, non, tu factures cette mission. Donc moi au départ, quand je crois que je me suis lancée, j'avais encore le chômage, donc ce qui m'a permis d'avoir un peu de trésor. Et au départ, je me suis pas payée en me disant je garde la trésor pour de la boîte parce que pour faire de l'investissement, etc. Et en fait, se pose le moment où tu te dis en fait, il faut que je me paie et que tout travail mérite salaire. Nous, ce qu'on fait, c'est que on a un montage un peu compliqué parce qu'on est une holding aussi avec Feuille Blanche. Mais en tout cas, on se paie ce qu'on trouve raisonnable de se payer par rapport à notre expérience et par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont entrepreneurs mais qui se paient rien ou qui se paient vraiment des clopinettes. Donc nous, on s'est dit non, en fait, on a l'expérience qu'on a aujourd'hui. Combien on serait payé si on était salarié ailleurs? Ok, on a peut-être d'autres avantages, donc on voit comment on fait, mais c'est de se dire on ne travaille pas pour rien. Et ça, je pense que c'est hyper important, même quand on est à son compte, de se dire ok, moi mon but à la fin, non, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi, de se dire il faut se payer. Ok. Merci beaucoup. Et une autre question que j'avais pour toi, c'est est-ce que là, tu as d'autres, parce que on a vu que tu as un parcours un peu multi-entrepreneurial, est-ce que tu as d'autres projets de boîte qui poussent un peu à l'intérieur ou dans les cartons? Alors, oui, alors des projets de boîte, des projets de nouveaux médias, etc. Oui, surtout projets de nouveaux médias. Oui, il y en a beaucoup, mais alors un des conseils aussi, c'est ne pas se défocuser, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on est souvent sollicité pour investir dans des boîtes ou être board member, pour conseiller sur des lancements, sur de la com, etc. Là, avec Thomas, on s'est dit, OK, on reste focus, en fait, là, sur Feuille Blanche, parce qu'on a des objectifs très clairs et très précis. Et donc, il y a un moment, on peut pas se démultiplier. Donc ça, c'est toujours la réalité. Je pense que ça, c'est aussi hyper important. La réalité du tableau Excel, justement, de où t'emmener dans ton pipe, dans tes chiffres, dans tes objectifs, et
et le côté entre guillemets vraiment entre beaucoup de guillemets, hein, de la hype où on vient te demander 50 000 conseils. Donc en fait, c'est comment on refait. Et la phrase que j'adore, c'est que les likes ne font pas des euros. Et donc toujours être un peu sur revenir toujours les pieds sur terre du business. Et donc des idées, ouais, on en a plein, mais on stay focus parce que c'est important, c'est important. Voilà. Super. Je prends la dernière question. Ouais. Alors, tu veux la lire? Je te laisse la lire, Marine. Donc, Mag qui nous dit c'est une activité très prenante. Comment gérer un équilibre professionnel, vie personnelle, avec les enfants notamment? Est-ce que c'est un métier où parfois tu peux faire du présentiel, du distanciel? Ouais, alors, ce que vous ne savez pas en plus, c'est que je suis associée avec mon mari. Donc, ça fait double. Donc, vie pro, vie perso. Nous, les enfants, c'est ce qui nous aide justement à couper. Parce que quand on est avec nos enfants, on est vraiment avec nos enfants et on n'est pas en train de jouer au ballon et parler de nos clients en même temps, en fait. Donc on fait cette frontière-là, ce qui ne nous empêche pas de rouvrir le Mac une fois qu'elles sont couchées. Ça demande de l'organisation, ça demande de la rigueur. Je pense que c'est un métier qui est possible à distance dans le côté d'écriture de sujets, de penser des messages, mais en fait moi je crois fondamentalement au présentiel en fait et à ce qui se passe entre les gens en vrai. Et typiquement tous nos kick-offs par exemple, on les fait toujours en présentiel sauf exception, ce qui est déjà arrivé si les clients sont ailleurs, mais voilà. Mais je trouve qu'il se passe quelque chose qui est important et la rencontre, il se passe pas la même chose lors d'une visio que lorsque tu accueilles quelqu'un dans tes bureaux, que tu le ramènes, tout ce small talk, etc., qui peut te décoincer des choses à certains moments, tu l'as moins en distanciel. Mais je mets encore un mais. Moi, je connais pas mal de filles qui me sollicitent. Je dis des filles parce que c'est souvent des filles qui me sollicitent et qui sont à leur compte en free sur de la création de contenu et qu'ils le font à distance et ça se passe très bien. Après, tout dépend de est-ce que vous êtes vous en contact avec le client en direct ou pas. Voilà, ça dépend un peu du dessin de votre mission. Merci beaucoup Solène pour ta réponse. On ne te voit plus, Marine. J'ai coupé ma caméra, pardon. Et juste, attends, je dis juste un truc. Et les enfants, je pense que quelqu'un qui a un job salarié à responsabilité, c'est aussi compliqué en fait. Voilà, voilà. Les enfants, c'est toujours compliqué, mais c'est aussi hyper merveilleux. Donc, on apprend à jongler. Non, mais tu as raison, c'est hyper important de le préciser parce que ça me fait penser. Ma petite sœur est entrepreneur et elle me dit souvent heureusement que je suis à mon compte et que du coup je suis ma boss et je gère mon temps parce que sinon je sais pas comment je ferai quand la crèche est fermée, quand la cantine est en grève. Donc effectivement dans les deux cas. Voilà. Je pense qu'il faut choisir le parcours qui nous correspond parce que c'est dans celui-là où on sera le plus épanoui en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Solène pour ton partage. Merci. J'ai trouvé ça hyper inspirant et je pense que ça va donner envie à plein de personnes de se lancer. En tout cas, ça montre que c'est possible et c'était super inspirant. Donc, merci beaucoup. Ce que Solène a fait là, c'est de l'entraide, c'est-à-dire qu'elle a donné 30 minutes de son temps pour aider les personnes comme vous qui se questionnent. Je vous ai remis dans le chat le lien vers la communauté d'entraide Chance 3 minutes pour les autres que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez pour aider et être aidé dans votre vie pro. Donc, l'idée justement, c'est de continuer à faire ce qu'on vient de faire dans ce live-là dans la communauté. Et je vois, Solène, que tu as plein de merci. Oui, merci à vous de vous être connectés. J'ai essayé d'être claire en 30 minutes. C'est hyper court. Ouais. Mais merci en tout cas à vous pour vos questions et j'ai essayé d'y répondre comme j'ai pu. Merci pour tout, Solène. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.